le stylo me semble trop lourd dans ma main. Non pas à cause de son poids, c'est juste un stylo à billes ordinaire, rien de spécial. Mais alors que je fixe la ligne de signature qui m'attend, il pourrait tout aussi bien être en plomb. Mes doigts planent au-dessus du papier et je remarque qu'il tremble. Dehors, la pluie tapote contre la vitre au rythme impatient du mois d'août. Tape, tape, tape. Comme les doigts de quelqu'un qui tambourine sur un bureau, attendant une réponse, attendant que je fasse un choix sur lequel je ne pourrai pas revenir. Mon téléphone vibre à nouveau. Je ne le regarde pas. Je sais déjà qui c'est. Alexis, ma fille unique, 23 ans, fait s'allumer cet écran depuis 3 jours d'affilée. 52 appels. Je les ai tous comptés, un par un. À ce stade, elle a probablement perdu le compte elle-même. Suzanne Matthews est assise en face de moi, patiente comme une sainte. Elle est mon avocate depuis 2 ans, depuis le décès de Léonard, et j'avais besoin d'aide pour comprendre les papiers qu'il avait laissés. C'est le genre de femme qui a tout vu. Des femmes qui viennent à son bureau portant des poids invisibles sur leurs épaules. Des femmes qui doivent choisir entre leur cœur et leur survie. Prenez votre temps, Joyce, dit-elle doucement, en poussant un verre d'eau vers moi. Rien ne presse. Mais si. Il y a toujours urgence. Je regarde à nouveau les papiers étalés sur son bureau en acajou. J'ai lu chaque page 2 fois, peut-être 3. Les mots irrévocables et permanents sont imprimés en gras, comme si les avocats savaient que les femmes comme moi ont besoin de ce rappel. Une fois que j'aurai signé, il n'y aura pas de retour en arrière. Pour rien. Pour personne. L'odeur de son parfum. Quelque chose de floral et de chair emplit le petit bureau. C'est différent de mon monde de couloirs aseptisés et de draps d'hôpital. Différent de l'argile de Géorgie qui ne part jamais complètement de sous mes ongles, peu importe à quel point je frotte. Je lève à nouveau le stylo. 4 mots. C'est tout ce qu'il a fallu pour détruire tout ce que je pensais comprendre de ma fille. 4 mots prononcés par la propre bouche d'Alexis 1 an après son mariage avec un homme que je connaissais à peine. 4 simples mots qui m'ont fait réaliser que je ne la connaissais plus du tout. Mais ce n'est pas là que cette histoire commence. Pas vraiment. La véritable histoire a commencé il y a 3 semaines, par un matin étouffant d'août, lorsque j'ai conduit 90 minutes jusqu'à un lieu de mariage près d'Atlanta. L'histoire a commencé avec une coupe de champagne tremblant dans mes mains et ma fille me demandant de partir. Léonard, mon défunt mari, parti depuis 14 ans maintenant. Il avait l'habitude de dire que parfois, les moments les plus importants de la vie ne s'annoncent pas. Ils arrivent discrètement, déguisés en jours ordinaires. Il disait, on ne sait jamais quelle décision sera celle qui comptera, quel choix résonnera pour le reste de votre vie. Léonard comprenait ce qu'était un héritage. Il comprenait ce que signifiait tenir quelque chose de précieux et de fragile entre ses mains. Debout dans ce bureau maintenant, le stylo suspendu au-dessus du papier, je comprends enfin ce qu'il voulait dire. Je suis prête, dis-je à Suzanne. Elle hoche la tête, attrapant son propre stylo pour être témoin de ce que je m'apprête à faire. Avant que vous n'entendiez ce qui va suivre, avant que vous ne sachiez quels sont ces 4 mots, vous devez comprendre comment j'en suis arrivé là. Vous devez ressentir ce que j'ai ressenti, debout dans ce lieu de mariage, tenant une coupe de champagne que je n'avais pas le droit de briser. Regardant ma fille unique se détourner de moi comme si j'étais une étrangère. Vous devez connaître le sacrifice. Vous devez connaître la terre qui ne m'appartient plus. 3 semaines plus tôt, mon réveil a sonné à 4h47 du matin. Je n'en avais pas besoin. J'étais réveillé depuis 4 heures, à regarder le plafond de ma chambre, observant l'obscurité s'adoucir en gris. Mon cœur battait la chamade depuis des heures. Le genre d'énergie nerveuse qui précède quelque chose d'important, avant le jour du mariage de son enfant. Je me suis glissé hors du lit sans bruit, bien qu'il n'y eût personne à réveiller. Juste le son du matin géorgien s'installant autour de la ferme, les grillons chantant encore, la chaleur déjà en train de monter, même dans l'obscurité de l'aube d'août. Dans la cuisine, j'ai étalé la robe sur le dossier de la chaise. Bleu marine, longueur genou, le genre de choses formelles que je ne portais jamais. 2 cents. J'avais compté l'argent liquide au magasin, et les yeux de la caissière avaient vacillé avec quelque chose, de la pitié peut-être, alors qu'elle l'enregistrait. Je n'y avais pas prêté attention alors. Alexis avait spécifiquement demandé une tenue de soirée pour la famille, et je n'allais pas me présenter au mariage de ma fille unique avec une apparence autre que soignée.
Mes mains tremblaient un peu en la boutonnant. Pas de froid, d'autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Dans mon sac à main, soigneusement rangé dans une enveloppe, se trouvait le cadeau de mariage, 12 000 $. Chaque heure supplémentaire que j'avais faite à l'hôpital au cours de l'année écoulée. Chaque week-end où j'avais sacrifié mon propre repos. Chaque fois que j'étais resté debout jusqu'à ce que mes pieds enflent, aidant des familles qui avaient besoin de soins à domicile pour que je puisse économiser cet argent pour le jour spécial de ma fille. 12 000 $ destinés à représenter toutes les années d'amour, de sacrifice et de croyance en son avenir. J'avais prévu de le lui donner discrètement pendant la réception. Pendant l'un de ces rares moments où nous pourrions être seuls ensemble, j'imaginais la conversation, comment je lui dirais à quel point j'étais fier, à quel point son père aurait aimé voir cela, à quel point elle était belle en mariée, Léonard. La pensée de lui venait toujours à des moments comme celui-ci. Il était parti depuis 14 ans maintenant, mais parfois je pouvais encore entendre sa voix. Elle va être une si belle femme, Joyce, avait-il dit à la naissance d'Alexis. Tu vas être si fier. J'ai attrapé mon sac à main et mes clés. Le trajet jusqu'à Atlanta prenait 1h30 depuis le comté de Bibb. Je suis parti à 5h15, avant que le soleil n'ait fini de se lever, et j'ai dirigé ma vieille berline vers la ville. La route était presque vide, juste moi et quelques camionneurs allant dans la même direction. Mes mains agrippaient le volant pendant que je conduisais, et j'essayais de calmer le battement dans ma poitrine. Pourquoi étais-je si nerveuse? Mon père avait l'habitude de dire qu'une mère sait des choses. Que l'instinct est plus profond que la logique. Fais confiance à ton instinct, Joyce. Il me l'avait dit des années auparavant, quand j'étais jeune et que j'avais peur de faire les mauvais choix. Ton corps sait ce que ton esprit n'a pas encore compris. Mais mon instinct me disait quoi? Que tout allait changer. Que ce jour compterait d'une manière que je ne pouvais pas prédire. J'ai repoussé cette pensée et me suis concentré sur la route. Le lieu de mariage était un endroit magnifique, une grange aménagée avec du lierre grimpant sur les murs de pierre et d'immenses fenêtres qui laissaient entrer la lumière d'où. Alexis l'avait trouvée en ligne des mois auparavant et m'avait immédiatement appelé pour m'en parler. Elle avait l'air si heureuse alors, si pleine de rêves. Je me suis garé sur le parking à 9h45, près de 2 heures en avance. Le moment idéal pour aider à tout ce qui devait être fait. En sortant de la voiture et en lissant ma robe bleu marine, je pouvais déjà les voir, les fleuristes arrangeant d'imposantes compositions de roses blanches, les traiteurs transportant des boîtes vers l'entrée de la cuisine. La coordinatrice de l'événement se déplaçant de poste en poste avec sa tablette serrée contre sa poitrine. C'était le moment que j'attendais. Pas la cérémonie elle-même, bien que je voulais la voir aussi. Mais ce moment précis, me sentir utile, nécessaire, faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Ce n'est que plus tard, après que tout se soit effondré, que je comprendrai ces premières heures du matin différemment, que je réaliserai que mon malaise ne m'avait pas prévenu de ce qui allait arriver. C'était tout autre chose. C'était un adieu. La file de réception s'était dissoute à 21h. Le DJ avait mis quelque chose avec une basse lourde, et tout autour de moi, les gens riaient, des cousins éloignés, les amis d'université d'Alexis, la famille de Christopher. J'étais toujours dans ma robe bleu marine, debout près du buffet des desserts avec un verre d'eau. C'est là que je les ai repérés. Alexis et Christopher, ma fille et son nouveau mari, se déplaçaient dans la foule comme s'ils possédaient les lieux. Alexis riait, sa robe blanche immaculée. Christopher avait la main sur son dos, la guidant avec la confiance facile d'un homme habitué à être en contrôle. Ils avaient l'air heureux. Je me suis dirigé vers eux, serpentant entre les tables. Je voulais juste croiser le regard de ma fille, peut-être voler un moment seul avec elle, le moment que j'avais imaginé toute la matinée. Alexis, ma chérie. J'ai commencé à tendre la main vers son bras. Son visage a changé instantanément. Plus la mariée radieuse. Quelque chose a frémi derrière ses yeux. Elle a jeté un coup d'œil à Christopher, puis à moi, et j'ai vu ses épaules se raidir. Maman, elle a utilisé ce mot comme un avertissement. On peut parler 1 minute, ai-je demandé doucement. Juste nous deux. La mâchoire d'Alexis s'est crispée. Elle a fait un pas en arrière, loin de moi, et ce petit mouvement m'a transpercé comme un couteau. Christopher ne veut pas de toi ici, dit-elle calmement. Les mots n'avaient aucun sens. J'ai ri, j'ai vraiment ri, parce qu'elle devait sûrement vouloir dire autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé.
Il ne veut pas de moi. Ici, à la réception. La voix d'Alexis était plate, comme si elle lisait un script. Il dit que tu essaies toujours de tout contrôler, que tu le mets mal à l'aise. Je ne pouvais plus respirer. Alexis, je n'ai même pas parlé à Christopher depuis la cérémonie. Je sais, mais il a vu la façon dont tu regardais les choses. Il a dit que tu dégageais une énergie de contrôle. Une énergie de contrôle de la part d'une femme qui avait contribué de l'argent qu'elle n'avait pas. De la part d'une femme qui était là depuis avant le lever du soleil pour aider con. Je ne suis venu tôt que parce que tu me l'as demandé. Je sais maman. Pendant un instant, la voix d'Alexis s'est adoucie. C'était peut-être un malentendu. Peut-être qu'elle reviendrait vers moi. Mais Christopher pense que ce serait mieux si tu partais. Le mot est resté suspendu entre nous, partir. Il pense, ai-je répété lentement, où tu penses? Alexis n'a pas voulu croiser mon regard. Je suis désolé, maman. Je le suis vraiment. Mais tu dois partir maintenant. J'ai ouvert la bouche, les refermé. Mes mains tremblaient. Je pouvais les voir trembler à mes côtés comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. D'accord, je me suis entendu dire. Ma voix semblait très lointaine. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je ne lui ai pas embrassé la joue. Je n'ai dit aucune des choses que j'avais prévues toute la matinée. J'ai simplement tourné les talons et j'ai retraversé la salle de réception, mes talons claquant contre le marbre, un son comme un compte à rebours, comme une horloge marquant la fin de quelque chose. Le hall était plus frais, plus silencieux. Les portes vitrées s'ouvraient sur le parking, et la chaleur d'où m'a frappé comme une force physique. Je suis resté assise dans ma voiture pendant un long moment. Je n'ai pas mis le contact. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté là, mes mains agrippant le volant, ma robe bleu marine me semblant soudain être une armure qui ne m'avait pas du tout protégé. Dehors, le soleil de Géorgie tapait sur le pare-brise. À l'intérieur, tout était devenu très, très froid. Finalement, j'ai tourné la clé dans le contact. Le moteur a vrombi sous le capot de ma berline, vieille de 14 ans, maintenant aussi fiable que Léonard l'avait toujours été. Je suis resté un moment sur le parking de ce lieu élégant, mes mains agrippant le volant comme si c'était la seule chose solide qui restait dans mon monde autour de moi. La soirée de fin août pesait d'un poids humide. Le ciel avait pris cette teinte particulière de gris violacé qui précède la véritable obscurité. Pas de radio, pas de podcast, pas de musique douce pour combler le silence. Juste moi, la route, et les questions qui ne cessaient de tourner en boucle. Les pneus bourdonnaient contre l'asphalte alors que je m'engageais sur l'autoroute en direction du sud, vers le comté de Bibb. Le son du moteur, régulier et mécanique, est devenu la seule voix que je voulais entendre. Le vent murmurait à travers la vitre fissurée que je n'avais jamais pris le temps de réparer. Et quelque part dans ce paysage familier de la Géorgie rurale, j'étais censé retrouver mon chemin vers la maison. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? La question est arrivée sans crier gare, non sollicitée et tranchante. Elle s'est logée dans ma poitrine comme quelque chose qui y avait été jeté avec force. Pendant 30 ans, j'avais travaillé de nuit à l'hôpital. Des gardes de 12 heures debout, mes chaussettes de compression me sciant les mollets, mon dos hurlant de douleur à la 9e heure. Je rentrais à l'aube dans une maison silencieuse et Alexis, ma petite fille, était déjà levée pour l'école, son sac à dos attendant près de la porte. Combien ai-je sacrifié pour elle? Chaque dollar comptait. J'avais économisé ces 12 000 $ dans cette enveloppe blanche, une garde à la fois. Les colonies de vacances, les vêtements neufs quand les siens étaient usés. Les cours de ballet qu'elle avait demandé au collège, même si nous ne pouvions pas vraiment nous les permettre. Quand Léonard est mort il y a 14 ans, alors qu'elle n'avait que 9 ans, je ne l'ai jamais laissé sentir le poids du deuil sans que quelqu'un la tienne dans ses bras. Ce quelqu'un, c'était toujours moi. Pourquoi m'a-t-elle traité comme ça? Mes mains tremblaient légèrement sur le volant. Je l'ai remarqué avec un étrange détachement, comme si j'observais les mains de quelqu'un d'autre. Ma mâchoire était si serrée que je sentais le muscle travailler sous ma peau. Mais je ne pleurais pas. Pleurer aurait été plus facile en quelque sorte. Pleurer aurait été une libération. Au lieu de cela, je suis resté avec ce sentiment froid et creux, le genre de silence qui résonne plus fort que n'importe quel cri. L'autoroute s'étendait devant moi, kilomètre après kilomètre d'obscurité, brisée seulement par les phares occasionnels qui passaient dans la direction opposée.
J'ai pensé aux nuits où Léonard et moi avions fait cette route ensemble, comment il insistait toujours pour conduire afin que je puisse me reposer. Il mettait de la musique classique doucement à la radio et tendait la main pour me serrer la mienne. « Tu es une bonne mère », m'avait-il dit une fois. « Alexis a de la chance de t'avoir. » Mais Alexis ne se sentait pas chanceuse aujourd'hui, et je ne me sentais pas comme une bonne mère. La route serpentait à travers un territoire familier, passant devant les petites villes dont je connaissais les noms par cœur, passant devant les sorties que j'avais mémorisées des décennies auparavant, 1 heure et demie. C'est tout ce qu'il a fallu pour passer de ce magnifique lieu à Atlanta à ma vraie vie. La maison était sombre quand je suis arrivé dans l'allée, à l'exception de la lumière du Porsche que j'avais laissé allumer avant de partir ce matin-là. Était-ce seulement ce matin? J'avais l'impression que c'était il y a des années. Je suis resté assise dans la voiture, le moteur toujours en marche, fixant ces planches usées et cette porte d'entrée qui me semblait soudain être celle d'un étranger. Je ne pouvais pas encore entrer. Quelque chose était en train de changer en moi. Quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Ce n'était pas de la colère, pas exactement. C'était plus froid que ça, plus résolu. Et demain matin, je pouvais le sentir venir comme une tempête à l'horizon. Demain, tout allait encore changer. Mais ce soir, je suis juste restée assise dans l'obscurité et j'ai écouté le vent. Le soleil du matin était déjà brutal à 8h30. J'étais à genoux dans le jardin derrière la maison, mes mains profondément dans la terre, arrachant les mauvaises herbes qui avaient envahi les plates-bandes de légumes pendant mon absence. La terre était chaude et humide, et il y avait quelque chose de presque méditatif dans ce travail. Le simple mouvement répétitif d'arracher la croissance indésirable de la terre. C'était plus facile de se concentrer sur les mauvaises herbes que de penser à hier. Plus facile de laisser mes muscles me faire mal que de sentir l'espace vide qui s'était creusé dans ma poitrine. Mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai failli ne pas répondre. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose m'a fait vérifier. Et quand j'ai vu le nom d'Alexis sur l'écran, j'ai essuyé mes mains sur mon jean et j'ai décroché. Maman. Sa voix était différente. Pas en colère comme elle l'avait été au lieu de mariage, pas froide. Au lieu de cela, elle semblait pressée, énergique même. Je suis désolé pour hier. J'ai une question importante à te poser. Je me suis levé lentement, mes genoux protestants. Je t'écoute, ma chérie. Qu'est-ce que c'est? Maman, peux-tu m'envoyer les documents de propriété? Ce concernant la terre? Les mots n'ont pas eu de sens au début. J'ai tenu le téléphone plus près de mon oreille, certaine d'avoir mal entendu. Les documents de propriété? Alexis? De quoi parles-tu? La ferme, maman? Celle que grand-père a achetée? Nous en avons besoin. Mes mains sont devenues froides malgré la chaleur du matin. Je me suis dirigé vers le porche, ayant besoin de m'asseoir. Ta ferme, celle que le père de Léonard a achetée, ma chérie. Pourquoi ferais-tu? Nous avons un grand projet, m'a-t-elle interrompu, et j'entendais autre chose dans sa voix maintenant, un ton que je n'avais jamais entendu de ma fille auparavant. C'était professionnel, détaché. Christopher et moi, nous voulons faire du développement immobilier. Je me suis assise sur la marche du Porsche, le téléphone serré contre mon oreille. Que veux-tu dire par développement immobilier? On pourrait la lotir, dit-elle, et les mots sont venus rapidement maintenant, comme si elle les avait répétés. En peut-être 12, 15 lots. Nous construirons des maisons modernes sur la propriété, des maisons modernes. Maman, ce serait un projet énorme. Les retours seraient énormes. Je ne pouvais pas parler. Mon esprit était embrumé, comme si j'essayais de comprendre des mots dans une langue que je n'avais jamais apprise. C'était Alexis, mon Alexis, qui avait passé son enfance à faire du vélo autour de cette ferme, qui m'avait aidé à planter des tomates en été, qui comprenait ce que cette terre signifiait pour notre famille. Alexis, ai-je finalement réussi à dire. Peux-tu m'expliquer ça davantage? Hier, tu n'as rien dit à propos d'eux. Maman, nous avons besoin d'une réponse bientôt. Il y avait une pointe d'impatience dans sa voix maintenant. Il y a un investisseur intéressé. C'est une question de temps. Les mots sont tombés comme des pierres dans l'eau calme, chacun créant des ondulations qui perturbaient tout autour. J'avais été mise à la porte du mariage de ma fille il y a à peine 16 heures,
et maintenant elle voulait le seul morceau de l'histoire de ma famille qu'il me restait. La terre que Léonard m'avait confiée, l'héritage qui remontait à 70 ans. Alexis, j'ai besoin de temps pour... Maman, dit-elle, et sa voix s'est soudainement adoucie, devenant presque douce. Mais ce n'est même pas le plus important. Mon estomac s'est noué. Que veux-tu dire? Christopher veut te dire quelque chose lui-même. Et maman, je pense que tu dois savoir ce qu'il propose vraiment. La ligne a grésillé. Ou peut-être que c'était juste le bruit assourdissant de tout ce que je croyais savoir qui s'effondrait. Maman, nous prendrons soin de toi, a dit Alexis. Et j'ai pu entendre quelque chose changer dans son ton. Quelque chose de plus dur. Nous allons partager l'argent avec toi. 40%. Tu gagneras au moins $200 000, peut-être plus. $200 000. Le chiffre est resté en suspens entre nous, et pendant un moment, je n'ai pas pu parler. Non pas parce que j'étais tentée, mais parce que j'étais confuse. Ma fille, la fille que j'avais élevée, celle qui avait pleuré dans mes bras à la mort de son père, parlait de notre terre familiale comme si c'était une marchandise, comme si c'était quelque chose à découper et à vendre au plus offrant. Alexis, ai-je dit calmement. Ce n'est pas juste une propriété. C'est notre héritage. Ton arrière-grand-père a acheté cette terre en 1954. Elle est dans notre famille depuis 70 ans. C'est. Maman, si tu ne coopères pas, elle a fait une pause et je l'ai entendue prendre une profonde inspiration. Quand elle a repris la parole, sa voix était devenue complètement plate. Christopher a dit, je dois être honnête avec toi. Ma poitrine s'est serrée. Honnête à propos de quoi? Si tu ne nous aides pas, il va devoir dire aux gens que tu es contrôlante, que tu as un besoin malsain de me garder sous ta coupe. Il va dire que tu ne nous laisses pas vivre nos propres vies, que tu es manipulatrice. Je me suis levé de la marche du porche, mes jambes soudainement chancelantes. Alexis, c'est une menace directe. Ce n'est pas une menace, maman. C'est la réalité. C'est ce qu'il devra faire. Les mots « devra faire » ont atterri comme une gifle, comme si Christopher Sterling était un observateur passif forcé dans cette position, comme si le mari de ma fille, un homme que je venais à peine de rencontrer, était contraint par des circonstances indépendantes de sa volonté à détruire ma réputation. Écoute-moi, ai-je dit, et ma voix me semblait étrange, même à mes propres oreilles, mince, vieille. Ton mari est un étranger pour moi. Je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qu'il veut d'eux. Christopher est un homme d'affaires prospère, maman, m'a-t-elle interrompu. Il connaît le développement immobilier. Il a géré des projets auparavant. Il comprend comment maximiser les rendements. Mais je n'entendais plus Alexis. Pas vraiment. Les mots qui sortaient du téléphone, ils étaient trop polis, trop répétés, trop comme un script que quelqu'un avait écrit pour qu'elle le récite. J'ai réalisé, avec un sentiment de malaise grandissant, que chaque mot que ma fille prononçait, Christopher l'avait d'abord mis dans sa bouche. Depuis combien de temps prépare-t-il cela? Ai-je demandé. Il y a eu une pause, une hésitation qui m'a tout dit. Maman, il essaie juste de nous aider à construire un avenir. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ai-je dit doucement. Il ne s'agit pas de construire quoi que ce soit. Il s'agit de prendre ce qui n'est pas à vous de prendre. Maman, nous avons besoin d'une réponse rapide, a dit Alexis, sa voix redevenant sèche. L'oncle de Christopher a une réunion avec des investisseurs jeudi. Nous devons leur montrer que nous avons le contrôle de la propriété. Jeudi, j'ai regardé le calendrier accroché au mur de la cuisine. Nous étions lundi. 4 jours. 4 jours pour voir ma fille être utilisée comme une arme contre moi. 4 jours pour comprendre que tout ce qui s'était passé à ce mariage, le renvoi, la froideur, avait mené à ce moment. Ce n'est pas assez de temps, Alexis. Ça doit l'être. Maman, rappelle-moi bientôt. D'accord. La ligne s'est coupée. Pendant exactement 47 secondes, il y a eu le silence. Je suis resté dans ma cuisine, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, à n'écouter rien. Et puis les vibrations ont commencé. Un appel, 2 appels, 3. Mon téléphone s'est mis à vibrer dans ma main comme s'il était vivant, comme s'il essayait de s'échapper. Alexis encore et encore. 10 fois dans l'heure qui a suivi, 11 fois, 12.
Les notifications continuaient de s'accumuler sur mon écran comme des accusations. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas, parce que je commençais à comprendre quelque chose qui me glaçait le sang. Ce n'était plus ma fille qui appelait. C'était du désespoir. C'était de la faim. C'était un homme qui voyait une femme âgée et sa ferme comme le chemin le plus rapide vers la richesse. Et il utilisait le seul levier qu'il avait, la personne que j'aimais le plus, pour l'obtenir. Et elle ne semblait même pas se rendre compte de ce qui lui arrivait. 2 jours après cet appel, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus rester chez moi, paralysé par l'indécision. Je ne pouvais pas passer une autre nuit blanche à fixer le plafond, à rejouer la voix d'Alexis dans ma tête, à essayer de discerner la différence entre la fille que je connaissais et l'étrangère qui prononçait ces mots. Les appels avaient continué, 47 fois le premier jour, puis 32 fois le lendemain. J'avais arrêté de compter après ça. Le poids de chaque notification était comme une petite pierre ajoutée sur ma poitrine. J'avais besoin d'aide. D'une vraie aide. Le genre que seule une avocate pouvait fournir. Le trajet pour Mâcon a duré 40 minutes. Le bureau de Suzanne Matthews se trouvait dans un modeste bâtiment en briques du centre-ville. Le genre d'endroit qui était probablement là depuis des décennies. Je me suis assise dans la salle d'attente pendant exactement 5 minutes avant qu'elle ne vienne me saluer. Suzanne avait la soixantaine, les cheveux grisonnants tirés en un chignon pratique et le genre d'yeux qui avait vu trop de souffrance humaine pour être facilement choqué par quoi que ce soit. « Joyce », dit-elle en me tendant la main. « Entrez. » Son bureau était petit, mais ordonné, des livres sur le droit de la famille empilés sur les étagères, des diplômes d'université dont je n'avais jamais entendu parler, des photographies de ce que je supposais être ses propres enfants. Elle m'a fait signe de m'asseoir dans le fauteuil en cuir en face de son bureau, et je l'ai fait, mon sac à main serré sur mes genoux comme s'il contenait tout ce qu'il me restait à perdre. « Racontez-moi ce qui s'est passé », a simplement dit Suzanne. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé du mariage, du fait qu'on m'ait demandé de partir. Je lui ai parlé des appels, de l'offre de Christopher, des menaces, de la façon dont la voix de ma fille avait changé quand elle répétait les mots de quelqu'un d'autre. Je lui ai parlé de 70 ans d'histoire familiale, de Léonard, du travail de nuit pour garder cette terre en sécurité pour la prochaine génération. Ma voix n'a pas tremblé. Je n'ai pas pleuré. Mais quand j'ai fini, je me sentais complètement vidé, comme si j'avais déversé tout ce qui comptait dans son petit bureau silencieux. Suzanne ne m'a pas interrompu une seule fois. Elle a juste écouté, son stylo se déplaçant sur son bloc-notes en traits réguliers et mesurés. Quand j'ai finalement arrêté de parler, elle a posé le stylo et m'a regardé directement. « Joyce, j'ai besoin que vous écoutiez quelque chose, dit-elle. Ce que le mari de votre fille fait, la pression qu'il exerce sur votre fille pour l'aider, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de contrôle. C'est un homme qui voit une opportunité et qui exploite la personne la plus vulnérable qu'il puisse trouver pour y accéder. Je ne sais même pas qui est Christopher Sterling, ai-je dit. Je l'ai rencontré pour la première fois au mariage. C'est précisément le problème, a dit Suzanne. Elle s'est tournée vers son ordinateur. Donnez-moi 24 heures. Je vais faire une vérification des antécédents de Christopher Sterling. J'ai quelques contacts dans le secteur de l'immobilier. Je veux savoir ce qu'il a fait ces 10 dernières années. Pour la première fois en 3 jours, j'ai ressenti autre chose que la panique. C'était fragile, incertain, mais c'était là. C'était de l'espoir. C'était le sentiment d'être cru. Vous ne pensez pas que je réagis de manière excessive ? Ai-je demandé. Vous ne pensez pas que je suis contrôlante ? Suzanne m'a regardé par-dessus ses lunettes. Joyce, vous êtes une mère. Vous avez travaillé de nuit pendant des années pour subvenir aux besoins de votre fille. Vous avez construit une vie. Et quand quelqu'un essaie de vous enlever cela, quand il utilise votre fille comme un outil pour le faire, vous n'êtes pas contrôlante. Vous êtes protectrice. Il y a une différence importante. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Revenez demain après-midi, a dit Suzanne. J'aurai des réponses pour vous. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un état second. Le soleil de fin septembre projetait de longues ombres sur l'autoroute. Pour la première fois depuis le mariage, j'avais l'impression de ne pas être complètement seul. Comme si quelqu'un comprenait ce qui se passait, comme s'il y avait peut-être un moyen de s'en sortir.
Ce soir-là, vers 17h, mon téléphone a sonné. C'était Suzanne. Joyce. La voix de Suzanne est parvenue, claire et nette. J'ai les informations que vous avez demandées. Êtes-vous dans un endroit privé? Je me suis redressé immédiatement, essuyant mes mains sur mon jean. Oui, je suis à la maison. Dites-moi. Il y a eu une pause, juste assez longue pour que mon cœur commence à battre la chamade. Joyce, ce que j'ai trouvé. Ce n'est pas bon. C'est nettement pire que ce que je pensais. Je me suis dirigé vers le porche, mes jambes soudainement faibles. Allez-y. Christopher Sterling a été impliqué dans au moins 3 procès majeurs au cours de la dernière décennie. Suzanne a dit qu'elle lisait quelque chose, des papiers bruissants en arrière-plan. 2015, il a été poursuivi pour fraude immobilière, il avait promis aux investisseurs un certain rendement sur un projet de développement, puis avait détourné les fonds. L'affaire a été réglée, mais il a payé des dommages et intérêts importants. Oh mon Dieu, ai-je murmuré. 2018, un autre procès, violation de contrat sur un projet de développement immobilier. Encore une fois, réglé, mais coûteux pour lui. Puis en 2021, il a été nommé dans une affaire de détournement de fonds d'investisseurs. Joyce, ce ne sont pas des accidents. C'est un schéma récurrent. Je me suis assise lourdement sur la marche du porche, mes jambes ne voulant plus me soutenir. Vous êtes en train de me dire que ma fille a épousé un. Laissez-moi finir. La vie personnelle de Suzanne est tout aussi révélatrice. Il a été marié 2 fois avant Alexis. Le premier mariage a duré 2 ans. Son ex-femme, contactée par mon enquêteur, a dit, et je cite, il utilisait l'argent comme un outil de contrôle. Il le retenait, l'utilisait comme une punition. J'étais si soulagé de m'éloigner de lui. Donc, où le second mariage a duré 3 ans. Cette ex-femme a dit quelque chose de similaire. Il ne m'a jamais aimé. Il en avait après l'argent de ma famille. Une fois qu'il est devenu clair qu'il n'y en avait pas autant qu'il le pensait, il est parti. Le monde a basculé sous mes pieds. Suzanne, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je dis que Christopher Sterling est un homme avec un historique démontré d'exploitation des femmes pour leurs biens. Et Joyce, votre fille, elle correspond parfaitement à son schéma. Jeune, naïve, récemment mariée et héritière d'une propriété de valeur, mais il n'a pas d'argent à lui. Ai-je demandé, ma voix petite et étrange, rien. Il a environ 150 000 $ de dettes impayées provenant de projets échoués. Les banques ne veulent pas le toucher. Il n'a ni maison, ni voiture de valeur, rien de valeur. Mais votre ferme, Joyce, elle vaut une somme considérable. Même lotie et développée rapidement, elle pourrait générer des millions. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas bouger. Je pensais à la voix d'Alexis au téléphone. La façon dont les mots ne lui ressemblaient pas. La façon dont tout ce qu'elle avait dit avait été trop étudié, trop scénarisé. Les mots de quelqu'un d'autre sortant de la bouche de ma fille. Il l'utilise, ai-je finalement dit. Oui, a dit Suzanne. Il l'utilise. Mais plus que ça, Joyce, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Il l'isole. Il l'incite à se retourner contre les gens qui tiennent à elle. La façon dont il l'a manipulée pour vous demander la terre, la façon dont il l'a mise dans la position de vous menacer, c'est de l'abus émotionnel classique. Il fait d'elle l'instrument de ses propres ambitions. J'ai pensé à la froideur dans la voix d'Alexis, à la distance qui s'était creusée entre nous comme un gouffre, et j'ai réalisé que Christopher Sterling n'avait pas seulement essayé de prendre ma ferme, il avait essayé de prendre ma fille. Pourquoi, que dois-je faire? Ai-je demandé. Comment puis-je la protéger? Comment puis-je protéger la terre? Suzanne est restée silencieuse un moment. Il existe un mécanisme juridique extrêmement puissant dans des situations comme celle-ci. Il est spécifiquement conçu pour ce à quoi vous êtes confronté. Mais Joyce, j'ai besoin que vous soyez très sûr de cela. Une fois que nous l'aurons mis en marche, il n'y aura pas de retour en arrière. Il protégera la propriété de manière permanente. Il rendra impossible pour quiconque de la vendre ou de la développer. Et il enverra un message très clair à Christopher Sterling qu'il ne peut pas avoir ce qu'il veut. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Venez à mon bureau demain matin, a dit Suzanne. Je vous expliquerai tout, mais Joyce, je veux que vous y réfléchissiez ce soir.
réfléchissez si vous êtes prête à prendre une décision permanente pour protéger quelque chose qui compte manifestement plus pour votre famille que toute autre chose. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, pas de vengeance, de protection. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon jardin alors que le soleil descendait à l'horizon, projetant de longues ombres sur les 55 acres que mon arrière-grand-père avait achetés il y a 70 ans. Pour la première fois depuis le mariage, je savais exactement ce que je devais faire. Il existe un mécanisme juridique appelé fiducie de conservation, a dit Suzanne, assise en face de moi dans son bureau. La lumière du matin filtrait par la fenêtre derrière elle. Il est conçu spécifiquement pour des situations comme la vôtre. Je me suis penché en avant. Qu'est-ce que ça fait? La propriété est transférée à la fiducie, a expliqué Suzanne avec soin. Une fois que cela est fait, elle ne vous appartient plus individuellement. La terre devient protégée de manière permanente. Elle ne pourra jamais être vendue. Elle ne pourra jamais être lotie. Elle ne pourra jamais être développée. La fiducie la gère, la maintient dans son état actuel pour toujours. Mais qu'en est-il d'Alexis? Ai-je demandé. Qu'en est-il de son héritage? C'est la partie cruciale, a dit Suzanne. Une fois qu'une propriété est dans une fiducie de conservation, elle ne peut pas être transmise aux héritiers. Traditionnellement, la terre n'est plus à vous de la léguer à qui que ce soit. Elle appartient à la fiducie. Alexis n'aura aucun droit dessus. Ni Christopher Sterling. Ni personne. Je me suis reculé, essayant de comprendre. Donc, j'abandonnerai la ferme. Vous la protégeriez. Suzanne a corrigé doucement. Il y a une différence. Vous ne la perdriez pas. Vous vous assureriez que personne, ni votre fille, ni son mari, ni aucune crise future, ne pourrait la prendre ou la détruire. J'ai pensé aux mauvaises herbes dans mon jardin, à la protection de ce qui compte. Et une fois que j'aurai signé, une fois que vous aurez signé, c'est irrévocable. Pas de retour en arrière. C'est permanent, Joyce. J'ai besoin que vous compreniez cela. Attendez, j'ai hoché la tête. Si je fais ça, Christopher n'obtient rien. Christopher n'obtient rien. A confirmé Suzanne. Et plus important encore, Alexis est protégé de lui. Son moyen de pression disparaît. Mais Alexis me détestera, ai-je dit doucement. Probablement pendant un certain temps, a dit Suzanne. Mais Joyce, j'ai besoin de vous dire autre chose. Quelque chose que j'ai trouvé. Elle a sorti un dossier de son tiroir de bureau. Lorsque je faisais des recherches sur les antécédents de Christopher, j'ai contacté le cabinet d'avocats qui vous représentait, vous et Léonard. Ils avaient de vieux documents en stock. Mon cœur s'est emballé. Quel genre de documents? Joyce, votre mari, Léonard, il a mis quelque chose en place avant de mourir. Il y a 14 ans, sachant qu'il allait mourir, il a consulté sur la protection de la ferme. Il a laissé des instructions très spécifiques. Suzanne a ouvert le dossier et a lu, sa voix calme et respectueuse. S'il arrive un jour où quelqu'un menace cette terre, où l'héritage de la famille est en danger, la fiducie de conservation devra être activée. Joyce aura l'autorité de prendre cette décision. C'est mon dernier cadeau à ma femme et à ma fille. L'assurance que quoi qu'il arrive, cette terre sera protégée. Même si Alexis ne comprend pas maintenant, même si elle résiste, elle bénéficiera de cette protection. Certains héritages ne sont pas une question d'argent ou de propriété. Certains concernent la préservation. Certains concernent l'amour exprimé par la permanence. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. Léonard avait pensé à cela. Il y a 14 ans, sachant qu'il nous quittait, il avait élaboré un plan pour ce moment précis. Il savait, ai-je murmuré. Léonard savait que quelque chose comme ça pourrait arriver. Il ne connaissait pas les détails, a dit Suzanne doucement, mais il comprenait la nature humaine. Il comprenait que la cupidité pouvait s'infiltrer, que sa fille pourrait un jour être confrontée à un choix entre ses propres ambitions et l'héritage de sa famille. Alors, il vous a donné cet outil, cette protection. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. En bas, la ville avançait, les gens vaquaient à leurs occupations, inconscients des batailles qui se livraient dans des pièces calmes comme celle-ci. Je vais signer, ai-je dit. Joyce, j'ai besoin que vous soyez absolument certaine. Je suis certaine,
ai-je dit en me retournant. Léonard était certain. Et s'il croyait que j'en aurais besoin, alors je fais confiance à cette croyance. Je lui fais confiance même maintenant, même d'où qu'il soit. Suzanne a hoché lentement la tête. Nous allons préparer les documents. Nous pouvons exécuter cela dans environ 1 mois. Cela vous donne le temps d'être absolument sûr. 1 mois plus tard, je suis retourné au bureau de Suzanne. L'après-midi de fin octobre était frais, le genre de journée d'automne qui vous rappelait pourquoi vous aimiez la Géorgie en premier lieu. Les feuilles devenaient dorées et cramoisies, et il y avait une fraîcheur dans l'air qui ressemblait à de la clarté. Suzanne m'avait appelé ce matin-là pour me dire que les documents étaient prêts. Le moment était venu. Elle m'attendait à son bureau, et la pile de papier était impossible à manquer. Il devait y avoir au moins 40 pages, toutes soigneusement reliées et organisées avec des onglets de couleur marquant les sections importantes. « Joyce », dit Suzanne en se levant pour me saluer. « Êtes-vous prête pour cela ?» Je me suis assise sans répondre. Mes yeux se sont directement posés sur la page de titre où les mots accords de fiducie de conservation étaient imprimés en lettres noires et grasses. En dessous, mon nom, Joyce Bennett. C'était ça. « Je vais lire cela avec vous », a dit Suzanne en se rasseyant dans son fauteuil. Page par page, je veux que vous compreniez chaque chose que vous signez. Elle a commencé à la page 1, expliquant la structure de base de la fiducie, comment la propriété serait transférée à une entité juridique conçue spécifiquement pour la protéger. Comment cette entité existerait à perpétuité, gouvernée par des fiduciaires qui auraient l'obligation légale de maintenir la terre selon les termes que nous avions établis. Les pages 6 à 10 détaillaient les mécanismes de protection. La terre ne pourrait jamais être lotie. Elle ne pourrait jamais être développée à des fins commerciales. Elle ne pourrait jamais être vendue. Elle resterait dans son état actuel, une propriété agricole en activité, pour toujours, ou aussi proche de l'éternité que le système juridique pouvait le garantir. Cette section ici, a dit Suzanne en montrant la page 15, explique la gouvernance. Un conseil de fiduciaires supervisera la propriété. Ils prendront des décisions concernant son entretien et son utilisation. Mais Joyce, l'important est ceci. Aucun membre de la famille ne peut annuler leur décision. Aucun héritier ne peut se présenter et exiger l'accès ou le contrôle. La fiducie est maintenant propriétaire. Vous êtes simplement la fondatrice originelle. J'ai hoché la tête, absorbant chaque mot. Mes yeux continuaient de dériver vers la page 21, où un seul mot était imprimé en lettres si grandes que je pouvais le lire de l'autre côté du bureau. Irrévocable. C'est le mot-clé, a dit Suzanne en suivant mon regard. Une fois que vous aurez signé, il n'y aura pas de retour en arrière. Aucun mécanisme juridique pour annuler cela. C'est permanent. J'ai pensé à la terre. 70 ans d'histoire vécue sur ces 55 acres. Mon arrière-grand-père, William, avait acheté cette propriété en 1954 avec l'argent qu'il avait économisé toute sa vie. Il y avait construit une maison, défriché les champs, en avait fait une ferme en activité qui a soutenu des générations de notre famille. Mon père avait pris cet héritage et l'avait protégé. Il avait travaillé la terre, entretenu les clôtures, gardé le sol en bonne santé. Il avait compris ce que signifiait être le gardien de quelque chose de plus grand que lui-même. Et puis Léonard avait aimé cette terre comme si elle faisait partie de son propre corps. Il avait parcouru ses champs tôt le matin avant le travail. Il avait planifié des améliorations qu'il n'a jamais pu voir achevées. Et avant de mourir, sachant qu'il ne serait pas là pour la protéger, il avait créé ce mécanisme, cette sauvegarde, ce dernier acte d'amour. Et maintenant, c'était à mon tour de la protéger. Pas pour Alexis, ni même pour moi-même, mais pour ce qu'elle représentait. Pour le principe que certaines choses, les choses importantes, ne devraient pas être réduites à des signes de dollars et à des plans de développement. Certaines choses étaient censées durer, Joyce. La voix de Suzanne m'a ramené à la réalité. Comprenez-vous tout? Je comprends, ai-je dit. Et vous êtes certaine, car une fois que vous aurez signé demain, je suis certaine, ai-je dit. La fermeté de ma propre voix m'a surprise. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur ne s'emballait pas. Je me sentais parfaitement calme, parfaitement sûr. Je n'ai jamais été plus certaine de quoi que ce soit dans ma vie. Suzanne a souri légèrement. Votre mari serait fier. J'ai pensé à Léonard, à lui tendant la main à travers 14 ans pour m'aider à prendre cette décision,
pour me dire avec des mots écrits et classés dans le bureau d'une avocate que je n'étais pas seul pour protéger ce qui comptait. Demain matin, ai-je dit, je signerai. Le soleil du matin filtrait par les fenêtres du bureau de Suzanne alors que j'étais assise à son bureau. Le stylo me semblait lourd dans ma main. Pas physiquement, c'était juste un stylo à billes standard de son porte-stylo, mais il me semblait lourd de la même manière que les décisions pèsent lourd. De la même manière que 70 ans d'histoire pèsent lourd, de la même manière que l'amour, la protection et le sacrifice pèsent lourd. J'ai regardé la ligne vierge qui attendait ma signature. Juste quelques centimètres de papier blanc où mon nom irait et tout changerait pour toujours. J'ai touché le papier avec le stylo. La première lettre J. Léonard sur son lit de mort, sa main froide dans la mienne. Sa voix à peine un murmure. Protège la ferme, Joyce. Promets-le-moi. J'étais si jeune alors, et je ne savais pas encore à quel point j'aurais désespérément besoin de tenir cette promesse. La deuxième lettre, O. Mon père dans ses bottes de travail, arrachant les mauvaises herbes du jardin à l'aube. Chaque matin de mon enfance, il était là. 40 ans de gérance. 40 ans à comprendre que la terre n'était pas juste une propriété. C'était une responsabilité. C'est à nous, me disait-il. Et nous prenons soin de ce qui est à nous. La troisième lettre. Yves, mon arrière-grand-père, William, un homme que je n'avais jamais rencontré sauf à travers des histoires. Il avait perdu 3 doigts dans un accident à l'usine. Il avait économisé chaque centime pendant 30 ans pour acheter cette terre. C'est l'avenir, avait-il dit à mon père. C'est la sécurité. C'est l'héritage. La quatrième lettre, c'est Alexis, nouveau-né, si petite qu'elle tenait dans le creux de mon bras. Je l'avais amenée à la ferme quand elle avait 3 jours, la promenant dans les champs tôt le matin. Je lui avais fait une promesse. Ce sera à toi pour toujours. La cinquième lettre, E. Mais, à toi, ne signifie pas détruire. Cela ne signifie pas vendre. Cela ne signifie pas livrer à un homme qui y voit de l'argent. La propriété était sacrée et certaines personnes ne comprenaient pas cela. La sixième lettre, B. Alexis a 9 ans, debout dans le champ après les funérailles de Léonard. L'herbe lui arrivait à la taille. Elle pleurait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Je l'ai tenue dans mes bras et j'ai dit, la ferme sera toujours là. Nous serons toujours là. La septième lettre, E. Si je ne signe pas, Christopher gagne. Si je ne signe pas, il découpe cette terre en morceaux et la transforme en quelque chose de méconnaissable. Ma fille devient une victime et je deviens complice. La huitième lettre, N. Mais si je signe, je perds la propriété. Je perds la capacité de la transmettre. Je perds le lien tangible avec la terre dont je me suis occupé toute ma vie. La neuvième lettre, N. Non, c'est faux. Je ne perds rien. Je la sauve. Je la protège des gens qui la détruiraient. Je la préserve pour les générations à venir. La dixième lettre, E. Je ne la donne pas. Je la confie au temps, à la terre elle-même, au principe que certaines choses sont trop importantes pour être possédées par une seule personne. La onzième lettre, T. La signature était complète. Joyce Bennett. À ce moment-là, mon téléphone s'est mis à vibrer. Alexis, appel 52, 53, 54. Les notifications continuaient d'arriver les unes après les autres comme un battement de cœur fait de désespoir. Chacune une petite accusation. Chacune un appel à l'aide. Chacune une exigence à laquelle je ne pouvais répondre. J'ai posé le téléphone face contre table sur le bureau de Suzanne et je ne l'ai pas regardé. Signé ici aussi, a dit Suzanne doucement, en montrant une autre ligne. Elle a ajouté sa propre signature sous la mienne. Puis elle a écrit la date, 15 octobre 2024. Et en dessous, d'une écriture juridique soignée, témoin d'un accord de fiducie de conservation irrévocable. Le mot irrévocable semblait briller sur la page. C'est fait, a dit Suzanne doucement. Les documents seront déposés auprès de l'État dans les 48 heures. Une fois qu'ils seront traités, cela deviendra officiel, permanent. Il n'y a aucun mécanisme juridique pour annuler cela. Je sais, ai-je dit. Ma voix était ferme, calme, et je n'essaierai jamais de l'annuler. Mon téléphone a vibré à nouveau. 55 appels maintenant.
56. L'écran continuait de s'allumer avec le nom d'Alexis, désespéré et implacable. J'ai regardé Suzanne. Elle a hoché légèrement la tête, comprenant, sans mots. Pour la première fois depuis le mariage, j'ai répondu à l'un de ses appels. Avant que je ne vous dise les 4 mots qui ont tout changé, commentez un nombre ci-dessous. N'importe quel nombre. Faites-moi simplement savoir que vous êtes là avec moi. Car ce qui va suivre, c'est là que tout s'effondre. Là où je me tiens enfin debout. Là où ma fille apprend la vérité. Commentez maintenant, puis restez et petite remarque, ce qui suit contient des éléments réimaginés pour la narration. Tout n'est pas exactement comme cela s'est passé. Si vous préférez partir d'ici, c'est d'accord. Mais si vous voulez voir comment cette famille survit au point de rupture, restez avec moi. Allons-y. Je suis sorti du bureau de Suzanne dans l'après-midi d'octobre et j'ai immédiatement composé le numéro d'Alexis. Mes mains étaient fermes. Ma voix était calme. Pour la première fois depuis le mariage, c'est moi qui choisissais de passer cet appel. C'est moi qui choisissais quand, où et comment cette conversation aurait lieu. Elle a répondu à la première sonnerie. Maman, enfin, je t'ai appelé toute la journée. Sa voix était aiguë, urgente, teintée de quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. Maman, tu vas m'envoyer les documents, n'est-ce pas? Les titres de propriété. Alexis, ai-je dit doucement. J'ai besoin de te dire des choses très importantes. Oui, maman. D'accord. Mais d'abord, je sais pour Christopher Sterling. Ai-je interrompu? Ma voix était douce mais ferme. Je sais tout. Il y a eu une pause, une hésitation qui m'a dit qu'elle comprenait que quelque chose avait changé. Que veux-tu dire, maman? Je sais qu'il a été marié 2 fois avant toi. Je sais que ces 2 ex-femmes ont dit la même chose, qu'il ne voulait que leur argent, qu'il utilisait l'argent comme un outil de contrôle, que lorsqu'il a réalisé qu'elle n'en avait pas autant qu'il le pensait, il les a quittés. Maman, tu te trompes. Je sais qu'il a 150 000 $ de dettes provenant de projets échoués. Je sais que les banques ne lui prêteront pas. Je sais qu'il ne possède rien de valeur. Pas de maison, pas de voiture, rien. Maman, sa voix s'est brisée. Tu ne le comprends pas. Alexis Christopher ne t'aime pas, ai-je dit, et je pouvais entendre la douleur dans ma propre voix. Je suis tellement désolé de te dire ça. Mais je dois le faire parce que tu mérites de savoir la vérité. Comment oses-tu? A-t-elle crié. Tu ne sais rien de mon mariage. Aujourd'hui, j'ai transféré la ferme à une fiducie de conservation, ai-je dit. Les mots sont sortis, fermes et clairs. Il y a eu un silence complet. Pendant un moment, j'ai cru que la ligne avait été coupée. Puis quoi? La propriété est maintenant protégée à perpétuité. Elle ne pourra jamais être vendue. Elle ne pourra jamais être lotie. Elle ne pourra jamais être développée. Tu n'auras jamais la possibilité de faire ce que Christopher t'a demandé de faire. Maman, tu ne peux pas faire ça. Sa voix était montée jusqu'à un cri. C'est mon héritage. C'est à moi. Alexis, tu vas détruire mon avenir. Tu es une personne méchante. Je te déteste. Je vais te poursuivre en justice. Ouais. Alors, Anne-Trice, ma chérie, comment as-tu pu être si cruelle? Comment as-tu pu tout m'enlever? J'ai écouté la rage de ma fille, son désespoir, son chagrin. Et je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste tenu le téléphone et je l'ai laissé ressentir ce qu'elle avait besoin de ressentir. Quand sa voix s'est tue, quand les cris se sont transformés en sanglots, j'ai parlé. Ce n'est plus à toi, Alexis. Les mots sont restés suspendus dans l'espace entre nous. 4 mots. Ceux que j'avais gardés pour ce moment. Ceux qui ont tout changé. Je ne te pardonnerai jamais, a-t-elle murmuré. Jamais. Je sais, ai-je dit. Mais Alexis, je devais le faire parce que je t'aime. Parce que j'ai besoin de te protéger de lui. Tu n'as pas à décider ce qui est le mieux pour moi. Tu as raison. Ai-je dit, je n'ai pas à le faire. Mais j'ai le droit de décider de ce qu'il advient de l'héritage de ma famille. Et je choisis de le protéger. Je choisis de te protéger, même si tu me détestes pour ça.
Il y a eu un autre long silence. Au revoir, Alexis, ai-je dit doucement. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Mon téléphone s'est immédiatement rallumé. Appel 57, 58, 59. Les messages textes ont commencé à affluer les uns après les autres comme une tempête de mots. Maman, réponds. Tu ne peux pas faire ça. J'appelle un avocat. Tu as ruiné ma vie. Comment as-tu pu, s'il te plaît, rappelle-moi. Je suis resté sur le parking du cabinet d'avocat de Suzanne, regardant les notifications s'accumuler sur mon écran, et je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Au lieu de cela, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à ma maison vidée à la terre qui n'était plus à moi de perdre parce que j'avais enfin réalisé la vérité. Je n'avais jamais possédé cette ferme. Je n'en avais toujours été que la gardienne. Et maintenant, je la confiais à quelque chose de plus grand que moi. 6 mois s'étaient écoulés. Le printemps était arrivé en Géorgie avec une insistance qui vous faisait croire au renouveau. Les arbres avaient de nouveau des feuilles. Le jardin que j'avais planté en octobre était maintenant plein de légumes précoces qui poussaient à travers le sol. Mon travail d'infirmière à domicile me tenait occupé. Les personnes âgées n'arrêtaient jamais d'avoir besoin d'attention. Et il y avait quelque chose de rassurant là-dedans, quelque chose de réel. Les appels d'Alexis avaient cessé après cette première terrible conversation. J'avais attendu des semaines, puis des mois, un signe qu'elle voulait me parler, une indication qu'elle était prête à écouter. Mais rien n'est venu, juste le silence. Un silence si complet qu'il ressemblait à une autre sorte de douleur. J'avais appris à vivre avec. Puis un après-midi d'avril, alors que je taillais les rosiers, mon téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose m'a fait regarder l'écran, et quand j'ai vu le nom d'Alexis, mon cœur s'est arrêté. Allô, ai-je dit prudemment. Maman. Sa voix était si petite, si brisée. Rien à voir avec la voix confiante et tranchante qui avait exigé la terre de ma famille. Maman, c'est moi. Alexis, ai-je dit, juste son nom. Juste le nom de ma fille prononcé comme une prière. Maman, j'ai besoin de te parler. Bien sûr, ma chérie. Je t'écoute. Christopher m'a quitté, dit-elle. Et puis elle a commencé à pleurer. Pas des larmes de colère comme avant. C'étaient les larmes de quelqu'un de complètement brisé. Il a dit qu'il ne pouvait plus attendre. Il a dit que si je ne pouvais pas lui donner accès à de l'argent ou à une propriété, il n'y avait aucune raison de rester. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. Il a trouvé quelqu'un d'autre, maman, une femme avec de l'argent. Apparemment, elle s'intéressait à lui depuis des mois. Il est juste parti. Il a pris ses affaires et il est parti. Oh, Alexis, ai-je murmuré. Maman, j'ai été si stupide. Sanglota-t-elle. J'ai été si aveugle. Tu avais raison sur tout. Il ne m'aimait pas. Il ne m'a jamais aimé. Il voulait juste la ferme. Quand il n'a pas pu l'obtenir, il est parti comme si je ne signifiais rien. Je pouvais entendre le son de ses pleurs. Le genre de pleurs qui vient du plus profond de soi, d'un endroit où toutes vos illusions se sont finalement brisées. Kona, ai-je dit doucement, utilisant les mots vietnamiens que je n'avais pas utilisés avec elle depuis qu'elle était petite. Je suis tellement désolé, maman. Je suis tellement désolé, dit-elle. Je suis désolé de ne pas t'avoir écouté. Je suis désolé de l'avoir laissé me manipuler. Je suis désolé d'avoir dit toutes ces choses horribles. Alexis, maman, je n'ai nulle part où aller. Je suis chez une amie, mais je ne peux pas rester ici beaucoup plus longtemps. Je n'ai pas d'argent pour un acompte sur un appartement. J'ai tout dépensé pour essayer de rendre le mariage parfait, pour essayer de le rendre heureux. Et maintenant, je n'ai plus rien. Je me tenais dans mon jardin, entouré des preuves de 6 mois de vie tranquille. Les rosiers que j'avais taillés fleurissaient à nouveau. Les légumes poussaient. La terre était toujours là, toujours protégée, toujours exactement ce qu'elle avait toujours été censée être. Alexis, veux-tu que je vienne te chercher? Il y a eu une longue pause. Et puis elle a commencé à pleurer si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Oui, a-t-elle murmuré. Oui, maman. S'il te plaît, viens me chercher.
S'il te plaît, ramène-moi à la maison. J'ai posé mon sécateur et je suis rentré chercher mes clés. En traversant ma maison vers la porte, j'ai pensé à Léonard, à mon père, à mon arrière-grand-père, William, à toutes les personnes qui s'étaient battues pour protéger cette terre, et à la façon dont la protéger avait finalement signifié protéger ma fille d'un homme qui l'aurait utilisée et détruite. J'avais fait le bon choix, et maintenant, enfin, j'allais ramener ma fille à la maison. 3 mois après le retour d'Alexis, une lettre est arrivée. Elle a été livrée un après-midi de juillet, alors que la chaleur s'était installée sur la ferme comme une chose vivante. J'étais dans le jardin à arracher les mauvaises herbes quand j'ai entendu la boîte aux lettres se refermer. Le facteur a fait un signe de la main. J'ai répondu par un signe et je suis allé chercher le courrier. La plupart étaient ordinaires, des factures, des publicités, un abonnement à un magazine, mais il y avait une enveloppe qui m'a arrêté. Blanche, simple. Mon nom écrit sur le devant d'une écriture que j'ai reconnue immédiatement. Pour maman. Je suis resté dans l'allée, tenant cette enveloppe pendant un long moment avant de l'ouvrir. La lettre à l'intérieur était écrite sur du papier ordinaire, plusieurs pages remplies de l'écriture d'Alexis de haut en bas. Ces lettres étaient légèrement tordues, comme toujours quand elle était émotive, mais les mots étaient soignés, délibérés. Je l'ai lu une fois, debout là dans l'allée. Puis je l'ai relu, en me déplaçant sur le porche. À la 3e lecture, j'étais assise dans le rocking chair que Léonard et moi avions acheté il y a 30 ans, et je ne pouvais plus voir les mots car ma vision s'était brouillée. Chère maman, j'écris ceci parce que je ne sais pas comment dire ces choses à voix haute. Je suis désolé. Je sais que 2 mots ne suffisent pas, mais je le dis quand même. Je suis désolé pour le mariage. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Je suis désolé de t'avoir traité comme si tu étais l'ennemi alors que tu essayais seulement de me protéger. Je suis désolé parce que je voulais vendre la ferme. Je voulais prendre quelque chose qui est dans notre famille depuis 70 ans et le donner à un homme que je connaissais depuis moins de 2 ans. Je voulais détruire quelque chose de beau parce que j'étais avide et naïve. Maintenant, je comprends ce que Christopher faisait. Il m'utilisait, me manipulait, faisait de moi une arme contre toi. Et tu l'as vu immédiatement. Tu l'as vu et tu m'as protégé. Tu as protégé la terre. Tu as protégé l'héritage de notre famille. Tu as fait ce que je n'ai pas pu faire pour moi-même. Papa m'a laissé une lettre avant de mourir. Tu me l'as donnée la semaine dernière. Il a écrit, Alexis, un jour tu choisiras entre l'argent et les gens qui t'aiment vraiment. Choisis bien. Je n'ai pas bien choisi, maman. J'ai tellement mal choisi. Mais tu as choisi bien pour moi. Même si cela signifiait que je te détesterais. Même si cela signifiait me perdre pendant un certain temps. Je ne peux pas défaire ce que j'ai dit. Je ne peux pas reprendre les menaces ou la froideur ou la façon dont j'ai laissé Christopher empoisonner mon esprit contre toi, mais je peux essayer d'être meilleur. Je peux essayer de mériter une mère qui sacrifierait sa propre relation avec sa fille pour protéger ce qui compte. Je ne sais pas si tu peux me pardonner, mais je te le demande quand même parce que je suis fatigué de ce poids. Je suis fatigué de savoir que j'ai blessé la seule personne qui n'a jamais cessé de m'aimer. Je t'aime, maman. Je suis désolé, Alexis. J'ai tenu la lettre dans mes mains pendant un long moment après avoir terminé. La lumière de l'après-midi changeait, devenant dorée. Les ombres du jardin s'allongeaient sur la pelouse. Quelque part au loin, un oiseau moqueur chantait au crépuscule. Je ne me suis pas précipité pour écrire une réponse. Je ne l'ai pas appelé immédiatement. Je suis juste resté là avec la lettre, la relisant encore et encore, laissant chaque mot s'enfoncer plus profondément. Ce n'était pas une réconciliation complète. Pas encore. Mais c'était le début de quelque chose. C'était ma fille qui voyait enfin clairement, qui comprenait enfin que l'amour et la protection se ressemblent parfois. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai placée dans une petite boîte en bois sur mon bureau. Ni caché, ni jeté, juste gardé, juste préservé, juste tenu doucement dans mes mains, de la même manière que j'apprenais à tenir tant de choses brisées et à les laisser commencer à guérir. 3 mois après avoir reçu la lettre d'Alexis, j'ai commencé quelque chose de nouveau. C'était de nouveau octobre, la boucle était bouclée, exactement 1 an après avoir signé les documents de la fiducie de conservation. L'air d'automne était vif et la ferme me semblait différente maintenant. Non pas parce qu'elle avait changé physiquement, mais parce que j'avais changé, parce que je comprenais enfin ce qu'elle était censée être.
J'avais contacté une organisation à Mâcon qui travaillait avec des enfants défavorisés. Des enfants de familles en difficulté. Des enfants qui ne quittaient que rarement la ville. Des enfants qui ne savaient pas ce que c'était que de voir un ciel ouvert. J'avais offert ma ferme. Chaque samedi matin, 15 à 20 enfants arrivaient dans un vieux bus jaune. Ils se déversaient sur la propriété comme de l'eau libérée d'un barrage, courant, riant, leur voix remplissant les espaces qui avaient été si silencieux pendant si longtemps. Je les ai regardés découvrir des choses que j'avais tenues pour acquises toute ma vie. La sensation de l'herbe sous les pieds nus. L'odeur de la terre après la pluie. L'apparence des étoiles quand on est allongé sur le dos et qu'on regarde simplement vers le haut. Mademoiselle Joyce a demandé une petite fille en tirant sur ma manche. Pourquoi devons-nous prendre soin de cette terre? Je me suis agenouillé à sa hauteur. Parce qu'il y a très longtemps, mon arrière-grand-père a acheté cette ferme. Il a travaillé très dur pour le faire. Il a même perdu 3 doigts à son travail pour économiser assez d'argent. Ensuite, mon père s'en est occupé pendant 40 ans. Puis mon mari l'a aimé de tout son cœur. Et maintenant, nous la protégeons tous ensemble. Mais pourquoi? A-t-elle insisté. C'est juste de la terre. Ce n'est pas juste de la terre, ai-je dit doucement. L'héritage n'est pas une question d'argent. C'est une question d'amour. C'est une question des personnes qui nous sont chères et des valeurs que nous voulons transmettre. C'est dire que cela compte. Cela comptera toujours. Cela appartient à nous tous. Les enfants ont planté des graines provenant d'arbres que mon arrière-grand-père avait plantés il y a 70 ans. Ils ont couru dans les champs que mon père avait entretenus. Ils ont dormi sous les étoiles que Léonard avait aimées. Et lentement, la ferme est devenue plus qu'une simple terre. Elle est devenue une histoire vivante qui nous appartenait à tous. Alexis était là aussi. Elle vivait maintenant dans la maison avec moi, travaillant comme éditrice indépendante depuis sa chambre. Certains jours étaient encore difficiles entre nous. Nous n'avions pas eu l'un de ces grands moments de réconciliation que l'on lit dans les livres. Nous avons juste recommencé à parler progressivement, à rire de petites choses, à nous souvenir de qui nous étions l'une pour l'autre avant que Christopher Sterling n'ait essayé d'empoisonner ce lien. Elle m'aidait avec les enfants. Elle leur montrait comment éditer les histoires qu'ils avaient écrites. Elle leur enseignait que leur voix comptait, que leurs histoires valaient la peine d'être racontées. Un après-midi, alors que nous étions debout ensemble à regarder un groupe d'enfants planter de nouveaux arbres, Alexis a tendu la main et a serré la mienne. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. La pression de sa main disait tout. Je me tenais au milieu du champ cet après-midi-là, entouré des preuves de 70 ans de protection, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. La paix. Les vieux chênes que mon arrière-grand-père avait plantés se dressaient toujours, massifs et solides. Le sol que mon père avait entretenu était riche et sombre. Les clôtures que Léonard avait réparées tenaient toujours bon. Et maintenant, grâce à la fiducie de conservation, elles dureraient pour toujours. J'avais fait le bon choix. Même si cela m'avait coûté l'amour de ma fille, même si cela avait signifié rester dans le silence pendant des mois, même si cela avait signifié être prête à tout perdre, j'avais fait le bon choix. Mon arrière-grand-père aurait compris. Mon père aurait compris. Léonard aurait compris. Et enfin, Alexis aussi. Mais au fond de mon cœur, il y avait encore un espace vide. Un endroit qui ne serait jamais tout à fait plein à nouveau. Parce que certaines pertes, une fois faites, ne peuvent jamais être défaites. Certaines relations, une fois brisées, ne guérissent jamais tout à fait de la même manière. Pourtant, j'avais appris à vivre avec cet espace vide. Et en apprenant à vivre avec, j'avais trouvé quelque chose d'inattendu. Je m'étais retrouvé. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis assise sous le saule que Léonard a planté il y a 40 ans. Il est enterré juste de l'autre côté de cette colline, dans un cimetière surplombant les champs qu'il aimait. C'est là que je viens pour réfléchir, pour me souvenir, pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Les gens demandent, ne le regrettez-vous pas? La réponse est non. Je ne regrette pas d'avoir transféré la ferme à une fiducie de conservation. Je ne regrette pas ces documents irrévocables. Je regrette qu'Alexis ait été vulnérable à Christopher Sterling. Je regrette les mois où elle a cru que j'étais la méchante, mais je n'ai jamais regretté de protéger ce qui compte le plus. Voici ce que j'ai appris.
L'amour n'est pas toujours inconditionnel. Et ce n'est pas grave. J'ai donné à Alexis tout ce que je pouvais, mon temps, mes ressources, mon sacrifice. Mais je ne pouvais pas lui donner la ferme car elle ne m'a jamais appartenu à moi seul. Elle appartenait à mon arrière-grand-père avec ses mains cassées. À mon père qui l'a entretenu. À Léonard qui l'aimait comme sa propre âme. Au futur. Aux enfants qui courent maintenant dans ses champs. À la terre elle-même. Le véritable amour a des limites. Les personnes qui nous aiment vraiment ne nous demanderont jamais de choisir entre les aimer et nous protéger. Elles n'utiliseront jamais nos enfants comme des armes. Elles n'exigeront jamais que nous sacrifions des choses sacrées pour prouver notre dévotion. Christopher Sterling n'aimait pas Alexis. Il aimait ce qu'elle représentait, l'accès à l'argent, à la propriété. J'ai sauvé ma fille de lui en traçant une ligne et en refusant de la franchir. La lettre d'Alexis est sur mon bureau. Je n'ai pas encore répondu, mais je ne l'ai pas non plus supprimée. Un jour, peut-être, nous parlerons de tout. Peut-être qu'elle comprendra pourquoi j'ai fait cela. Peut-être qu'elle me pardonnera complètement, mais pas encore. Je vis toujours ici, sur ces 55 acres. Ce n'est plus à moi individuellement. Cela appartient au futur. Ce sera protégé pour toujours, pour ma fille si elle revient avec un cœur ouvert, pour les enfants qui viennent chaque samedi, pour tous ceux qui ont besoin de savoir que certaines choses sont sacrées. L'héritage n'est pas une question d'argent. C'est une question de valeur. C'est une question d'amour rendu permanent. Je place ma main sur mon cœur. Léonard, père, arrière-grand-père, vous pouvez reposer en paix maintenant. J'ai tenu la promesse. Le vent souffle à travers les champs. Le soleil se couche sur une terre qui perdurera. Et je comprends enfin. Je me suis pardonné. Et à vous qui écoutez cette histoire, souvenez-vous de ceci. J'ai appris quelque chose que j'aurais aimé savoir il y a des décennies. Dieu ne nous demande pas de tout sacrifier. Dieu nous demande de protéger ce qui est sacré. Il y a une différence. Dieu nous enseigne que l'amour a des limites. Dieu nous montre que parfois, dire non est la chose la plus aimante que nous puissions faire. Et Dieu nous rappelle que nous sommes dignes de nous protéger, tout comme nous protégeons ceux que nous aimons. Je ne comprenais pas cela quand j'étais plus jeune. Je pensais que le sacrifice signifiait tout donner, mon temps, mon argent, ma paix, même l'héritage de ma famille. Je pensais que c'était ce que faisaient les mères. Ce que faisaient les filles. Que c'était à ça que ressemblait l'amour. Mais j'avais tort. Si vous êtes dans une situation similaire à la mienne, ne faites pas mes erreurs. N'attendez pas que votre famille se retourne contre vous pour fixer des limites. Ne sacrifiez pas des choses sacrées en essayant de prouver votre amour. Ne laissez pas la culpabilité vous manipuler pour détruire ce qui compte. Commencez maintenant. Tracez votre ligne. Défendez-la. C'est une histoire de drame familial qui m'a appris plus sur moi-même que tout autre moment de ma vie. Cette histoire de grand-mère ne concerne pas seulement la protection de la terre. Il s'agit de protéger les valeurs que ma famille a bâties. Et si vous aimez les histoires de drames familiaux qui montrent de vraies conséquences, ou si les histoires de grand-mère sur le sacrifice et la sagesse résonnent en vous, vous comprenez déjà que parfois, le choix le plus puissant est de dire non. La douleur de perdre l'amour de ma fille était réelle. Le regret d'être qualifié de cruel était lourd, mais la paix de savoir que j'ai fait ce qu'il fallait, cela valait chaque larme. Je veux avoir de vos nouvelles dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi, qu'auriez-vous fait? Avez-vous votre propre histoire de drame familial? Avez-vous déjà dû choisir entre l'amour et la protection? Je lis chaque commentaire et je veux entendre votre voix.